Un vendredi particulier que celui de ce 29 août 2014, en plus de prières et bénédictions traditionnelles, une nouvelle était à l'ordre du jour dans toutes les mosquées. La paix pour le Mali, les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger, parmi les fidèles à la grande mosquée de Bamako, le président de la République. La CEDEAO cherche stratégie pour contrer le virus Ebola. Ses ministres de la Santé étaient réunis à Accra à ce sujet. C'est lui, l'héritier de Djeli Baba Sissoko, désigné par le propre père pour lui succéder. Le fils s'est révélé copie conforme de celui qui a animé les contes et légendes sur la radio Mali pendant 40 ans. Clin d'œil sur une légende dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les imams du Mali ont organisé cet après-midi à la grande mosquée de Bamako une séance de prière et de bénédiction pour la paix dans notre pays. Ils ont également imploré le bon Dieu pour la réussite des pourparlers inclusifs et intermaliens qui s'ouvrent le lundi prochain à Alger entre le gouvernement et les groupes armés. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement à la grande mosquée, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a apprécié l'initiative des imams du Mali et qui se dit confiant quant à l'issue des futures négociations avec nos frères du Nord. Brahma Traoré, compte rendu. Grande mosquée de Bamako, grande prière pour le Mali. Leader religieux, membre du gouvernement et président des institutions. Parmi les fidèles musulmans, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, 16h pile, l'imam Kokekale dirige la prière. Ce parterre de personnalités est donc réuni pour prier et implorer le bon Dieu pour la paix au Mali et la réussite des futures négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Ces négociations qui débutent le 1er septembre prochain à Alger sont jugées capitales pour l'avenir du Mali. Que les imams du Mali aient organisé ces prières collectives partout dans le pays et singulièrement ici à Bamako est un très bon signe de sursaut national face à tous ceux qui aujourd'hui perturbe notre environnement. Mais l'essentiel a été dirigé vers Alger, où vont se tenir à partir du 1er septembre des négociations capitales pour notre pays. Nous sommes un peuple, l'imam Mahmoud Digo l'a rappelé, un peuple, un but, une foi. Du nord au sud, d'est en ouest, nous ne sommes que des frères et des sœurs maliens. Et qu'Allah fasse en sorte que nous nous retrouvions. Qu'en Alger, il n'y ait que des échanges fraternels pour le confort de notre unité nationale, notre nouveau pacte social national, pour ressouder notre tissu national et nous faire plus hier, aujourd'hui et demain qu'hier. C'est ce qui est recherché. Ici, des paroles de réconfort. On oublie souvent que la mosquée est le lieu également où les leaders religieux ont le devoir de sensibiliser l'ensemble sociétal, de lui faire prendre conscience des défis, de faire des propositions, des solutions. Et ce qui a été dit ici aujourd'hui par rapport à la propriété nécessaire de notre environnement et ce qui est ambiant aujourd'hui dans la ville de Bamako m'a totalement satisfait. Donc, une journée de prière au total fructueuse. Et je suis certain que cela sera utile au pays. Cette même séance de prière et de bénédiction sera également organisée le dimanche prochain dans toutes les églises du Mali, comme pour dire que la situation actuelle du pays exige de taire les divergences et de regarder dans la même direction pour la préservation de l'unité nationale. Il faut également saluer les autres confessions religieuses. Je sais que les chrétiens, également dimanche, dans les églises et les temples, prieront aussi pour la paix dans ce pays. Nous sommes un pays de l'écuménisme et je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons la chance d'être un pays de foi, encore une fois, qu'Allah nous aide à transcender toutes nos divergences, toutes nos difficultés et chaque jour à nous sentir plus proches les uns des autres. Que le Tout-Puissant puisse exaucer les prières et les bénédictions ainsi formulées afin que le Mali retrouve le chemin de la paix et de la réconciliation. Que les pourparlers intermaliens puissent se dérouler également dans un climat de fraternité et de compréhension mutuelle.
Voilà donc, vous l'aurez compris, la communauté musulmane a donc organisé des séances de lecture du Coran et des prières en prélude au pourparlers intermalien d'Alger. C'était en présence des autorités politiques et religieuses. C'est autre reportage de Ibrahima Chokari sur le sujet. Appeler les populations à l'unité d'esprit pour l'aboutissement des pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger, deuxième round, prévu le 1er septembre 2014, c'est tout le sens de cette séance de lecture du Coran et de prière collective. Une cérémonie initiée par la Ligue des imams du Mali, Imama, en collaboration avec le Haut Conseil islamique. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis vraiment de nous réunir ici dans la maison de Dieu, avec toutes les autorités de notre pays, et autorités religieuses, autorités politiques, autorités administratives, tout le monde se réunit ici pour vraiment implorer Allah le Tout-Puissant afin que ces pourparlers aboutissent d'abord, et nous avons foi, Inch'Allah, que ça va aboutir. Et ensuite que Dieu épargne notre pays de cette maladie grave qui sévit aujourd'hui à travers le monde. Je crois qu'aujourd'hui, plus que hier, les Maliens se doivent de se donner la main, de se serrer les coudes pour que nous puissions vraiment relever les défis, et tous les défis, Inch'Allah. L'organisation de cette prière est une initiative heureuse qui prouve la solidarité de la nation malienne face aux épreuves. Nous avons prié ce soir ensemble avec le président de la République, avec les membres du gouvernement, avec l'ensemble des leaders religieux et avec la population musulmane du Mali. On a l'impression que c'est tout le Mali qui est là. Et on a l'impression qu'il y a une bonne entente entre les enfants du pays. C'est une prière qui a été organisée par l'imama. Ça a été bien réfléchi, que Dieu vraiment accorde ce que nous demandons. Et si on réfléchit un peu sur la manière, on se rend compte qu'il y a un apaisement. Il y a un apaisement entre les enfants du pays. Nul, en tout cas, n'a le droit de faire échouer le processus de paix. Un processus de paix qu'il faut à tout prix réussir. Marabouts et imams ont prié aussi pour qu'Allah nous épargne la fièvre hémorragique Ebola. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu cet après-midi en audience le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, occasion d'échanger sur la réunion des avocats français et maliens qui se tiendra dans les prochains jours ici dans notre capitale. Al-Husseini Touré, compte rendu. Maître Seydou Sidiki Koulibaly et ses camarades sont venus entretenir le chef de l'État de la réunion prochaine des avocats français et maliens que notre pays doit abriter du 10 au 13 septembre prochain. Nous avons envie d'organiser les 10, 11, 12 et 13 septembre 2014 au Mali une réunion d'avocats qui a pour objet essentiellement la formation des avocats. Nous l'organisons conjointement avec le barreau de Paris et c'est une réunion dénommée Campus international de droit. Et nous en avions parlé avec le président de la République et sachant son attachement à la chose intellectuelle, nous aurions souhaité qu'il préside la rentrée solennelle de cette réunion, si son agenda le lui permet. Et ensuite, nous avons sollicité son aide afin que nos hôtes qui viendront puissent bénéficier de l'hospitalité malienne avec l'assistance de toutes les autorités. De cette grande rencontre, le barreau malien attend une grande participation de ses membres. Ça rentre dans le cadre de la formation continue des avocats parisiens qui habituellement se déroulent à Paris. Ils l'ont pour 2 fois déjà délocalisé en Asie, au Vietnam et au Cambodge. Et c'est la première fois que l'événement se déroulera au Mali, en Afrique particulièrement, en Afrique en général et au Mali en particulier, ça se déroulera à Bamako. Donc nous espérons avoir le plus grand nombre d'avocats de Paris à Bamako
beaucoup de la sous-région et bien entendu les avocats maliens constitueront le plus gros lot. Puisqu'il s'agit de formation, et nous avons l'habitude de dire que les avocats sont de constants étudiants en raison de notre matière à travailler. Selon nos interlocuteurs, le chef de l'État a accordé beaucoup d'intérêt à l'événement et a promis son appui. Et les présidents d'institutions qui accompagnent les pourparlers inclusifs entre Maliens, entre le gouvernement et les groupes rebelles, c'est à travers un document intitulé « Soutien au processus d'Alger ». Nous vous proposons leur déclaration commune, lue ici par Baba Akibaïdara, médiateur de la République, au micro de Tiemogo Sagara. Nous, sous-signés, rappelant que notre pays a connu en 2012 une très grave crise politico-institutionnelle dont il continue de pâtir de fâcheuses conséquences. Que cette crise de 2012 et ses multiples effets avaient sérieusement ébranlé les fondements même de notre État républicain et démocratique. Estimant que, suite à cette crise et dans les difficultés multiples que traverse encore notre pays, la question principale est celle posée par le problème du Nord et l'urgente nécessité d'y apporter des solutions courageuses et responsables. Que les pourparlers entamés à Alger entre le gouvernement du Mali et les groupes armés s'expliquent et se justifient par cette impérieuse priorité de sortir d'une crise qui hypothèque l'avenir du pays. Nous référons à l'initiative prise par le président de la République d'informer le 24 juillet 2014 les chefs des institutions et autorités indépendantes de la République sur le déroulement des pourparlers engagés entre le gouvernement et les groupes armés à Alger,
profondément soucieux du devenir de la sécurité intérieure et extérieure de notre pays, de son ancrage dans la démocratie et dans l'état de droit, conscient que la reconstruction de la paix et la réconciliation nationale dont le pays a besoin interpelle les institutions et autorités indépendantes de la République en ce que celles-ci symbolisent et garantissent cette République démocratique, certes plurielle, mais une, indivisible et laïque. Exprimons notre conviction que les buts et les principes énoncés dans la feuille de route signée à Alger le 24 juillet 2014 sont de nature à conduire à des développements futurs positifs et que la poursuite et la réussite du processus d'Alger revêtent une importance capitale. Encourageons les efforts du président de la République en vue de parvenir par un règlement pacifique à une paix et une sécurité définitive au bénéfice du peuple malien tout entier. Apportons notre soutien plein et entier à la poursuite des pourparlers inclusifs de paix intermaliens dans le cadre du processus engagé à Alger. Exhortons tous les protagonistes qui vont se retrouver à Alger de tout mettre en œuvre pour un aboutissement positif de ce processus. Et l'association Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, invite les représentants de l'État à plus de vigilance dans les pourparlers d'Alger. C'était au cours d'une rencontre de ses membres avec les journalistes sur la situation politico-sécuritaire de notre pays. Madame Si Kadiatousso s'exprime au micro de Mamourou Sidibé. Nous avons retenu un certain nombre de points. Et d'abord le problème des faibles moyens aujourd'hui de notre armée pour faire face à sa mission de défense et de sécurité. Nous souhaitons que tout ce qui va être négocié prenne en compte réellement les soucis que les Maliens ont aujourd'hui de préserver l'intégrité du territoire du pays, l'unicité, la laïcité, tout ce qui a été dit, nous souhaitons que cela soit. Mais en plus de cela, nous savons que certains aspects comme l'intégration dans les forces armées et de sécurité des membres de ces groupes-là sera au centre des discussions. En tirant les leçons du passé, nous souhaitons que les pouvoirs publics maliens fassent attention. S'il doit y avoir une réorganisation administrative, il doit y avoir des statuts, il faut que ces statuts-là soient applicables à l'ensemble du territoire malien. Il est important pour l'association que ce soit un dialogue inclusif qui prenne en compte toutes les communautés, celles vivant au nord comme celles vivant au sud, que l'ensemble des Maliens se sentent concernés par ce qui se passe à Alger, pour que l'ensemble du peuple malien accepte de mettre en œuvre ce qui sera décidé à Alger au nom du peuple malien. Nous sommes contre la consécration de l'impunité. Ceux qui ont commis les crimes doivent répondre de cela devant la justice. Le processus électoral, les opérations du RAVEC, de sujets au centre d'une session. Il s'agit de celle du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral tenu hier en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Alpha Maïga. Le Mali s'apprête à organiser les élections communales. Une particularité, c'est que ces élections seront couplées avec les régionales, une première dans le pays. Et c'est dans cette dynamique que le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral du Mali est réuni en session. Une session au cours de laquelle prennent part les partenaires techniques et financiers. Le processus électoral et les opérations du recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, ce sont là les sujets autour desquels la session est focalisée. La mise en œuvre de toutes ces actions envisagées nécessite la mobilisation des ressources additionnelles pour boucler le cycle électoral en vue des prochaines élections communales et régionales. À cet effet, j'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers à s'engager comme par le passé pour un meilleur accompagnement de l'organisation des prochaines élections communales
et régionales et à la modernisation de l'état civil au Mali. Nous sommes conscients des exigences matérielles et financières de ces opérations qui sont partie prenante de la troisième composante du PAPEM. Des acquisitions seront faites, des formations seront réalisées et des unités opérationnelles seront équipées dans le cadre de la pérennisation de ce processus. À cela s'ajoutent les activités d'éducation civique et de mobilisation de population. Auparavant, les membres du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral ont eu droit à un exposé. L'exposé a porté sur l'état de mobilisation des ressources, les activités d'appui au RAVEC. Et le Premier ministre Moussa Amara qui a inauguré ce matin à Niafinké et Tombouctou un certain nombre d'infrastructures rénovées par les partenaires du Mali, dont le PNUD. Ce sont entre autres des préfectures et tribunaux de première instance. Pour plus d'informations, écoutons le Premier ministre au micro de Mamari Koné. Depuis un an où le président Ibrahim Boubacar Keïta élu est là, beaucoup d'efforts ont été faits. 2013 jusqu'en mars 2014, l'État a mis 11 milliards de francs CFA dans la construction de bâtiments publics. Les directions régionales, les gouvernorats, les préfectures, les sous-préfectures, les structures de justice, les structures techniques. Et l'État est en train d'engager 24 milliards pour poursuivre ces efforts. Aujourd'hui, ce qu'on est venu inaugurer, c'est un effort du PNUD, la coopération néerlandaise et des amis de notre pays pour nous aider dans cette direction que l'État a prise. Nous étions à Niafunké par rapport au palais de justice, par rapport au bureau du préfet, mais d'autres investissements ont été faits de la gendarmerie et autres à Niafunké. Aujourd'hui, nous sommes à Tombouctou par rapport au palais de justice. Tout cela participe de la volonté de l'État d'assurer les services publics partout sur le territoire et un message très fort de l'État à l'endroit de nos compatriotes du Nord, de faire comprendre que personne ne sera oublié. Aucun Malien, qu'il soit à Taoudeni ou à Sikasso ou à Bamako, il aura droit au même traitement, au même égard de l'État. Donc c'est un message fort que le chef de l'État, à travers le gouvernement et à travers nos amis, nous sommes venus transmettre aux populations de Tombouctou, de Niafunké, mais aussi à l'ensemble des populations du Nord. Et c'est un message qui se poursuivra, puisque l'action de restauration de l'État, l'action de redressement de l'État, l'action d'installation des structures de l'État partout sur le territoire se poursuivra. C'est quelque chose qui consolidera aussi les processus de pourparlers qui vont commencer dans leur seconde phase bientôt. Ces propos du Premier ministre ont été recueillis par Adama Djimde, le Premier ministre qui a réitéré ses encouragements aux Nations Unies pour les efforts appréciables dans l'appui au redéploiement de l'autorité de l'État, la promotion et la protection des droits de l'homme et l'accès à la justice. Un projet d'emploi jeune dans le monde rural vient d'être lancé, dénommé Jeunes au travail pour la réduction de la pauvreté. Il est piloté par la Direction nationale de l'agriculture. Projet d'emploi jeune dans le monde rural est financé par la FAO à hauteur d'1 milliard de nos francs pour une durée de 2 ans. Adama Koulibaly, compte rendu. Ce projet Jeunes au travail, réduction de la pauvreté, est financé par le Fonds africain de solidarité ASTF, entièrement financé par les États africains. Il contribuera à la création d'au moins 400 nouveaux emplois et d'améliorer la qualité de plus de 1000 emplois pour les jeunes femmes et hommes du monde rural. Le gouvernement du Mali a déjà identifié la création d'emplois décents et productifs pour les jeunes femmes et hommes ruraux comme une priorité politique. Toutefois, les institutions nationales chargées de l'agriculture et du développement rural ont besoin de renforcer leurs capacités et d'adopter des approches efficaces pour favoriser les chaînes de valeur agroalimentaire pour la jeunesse, y compris en cas de catastrophe et de contexte d'instabilité. La FAO va suivre les activités du projet. C'était l'occasion pour ses représentants de faire un petit exposé aux invités à la cérémonie sur qu'est-ce qu'un emploi décent et que fait l'Organisation internationale humanitaire, la FAO, pour lutter contre la faim, la pauvreté dans le monde. Le gouvernement, à travers sa structure représentative du monde rural, réitère son engagement à l'exécution correcte des activités du projet au bénéfice des jeunes. Le gouvernement préoccupé par les questions d'emploi des jeunes et de leur insertion sociale ainsi que professionnelle s'engage à lancer des programmes d'installation des jeunes non diplômés dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat
le tourisme et l'environnement. Pour y parvenir, notre gouvernement s'est assigné l'objectif de créer au moins 200 000 emplois, conformément à la volonté politique affichée par le président de la République, chef de l'État, qui s'est engagé pour l'honneur, la dignité et le bonheur du peuple malien. La durée du projet est estimée à 2 ans pour un budget d'1 milliard de francs CFA. Ouverture hier jeudi à Ségou des États généraux de la santé, le forum qui regroupe les participants des régions de Sikasso, Mopti et Ségou vise à mener des réflexions sur la problématique de l'accès aux soins équitables avec une participation citoyenne. Candice l'a compte rendu. Favoriser l'expression citoyenne pour un accès aux soins de santé de qualité, démarche innovante pour l'émergence citoyenne dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé au Mali, ce sont quelques mots d'ordre qui sous-tendent le Forum des États généraux de la santé. Forum qui regroupe les participants des régions de Ségou, Sikasso et de Mopti. Notre politique sectorielle de santé et de population, qui est la politique nationale de santé, a été élaborée et mise en œuvre en 1990. Des évaluations ont été faites en 2002 et en 2011. Ces évaluations ont montré effectivement qu'il y a une amélioration des indicateurs de la santé, la mortalité maternelle infantile a diminué, le taux de contraception, etc. Il y a eu beaucoup d'acquis, mais également nous avons constaté qu'il y avait, n'est-ce pas, des améliorations à apporter. Durant 3 jours, les échanges portent sur le document d'orientation des États généraux, le mode de désignation des jurés chargés d'animer, mais également sur l'offre et la qualité des soins, la prise en charge des urgences et la participation citoyenne à la gestion de la santé. Je vous invite à un débat critique de cette thématique soumise à votre appréciation pour que notre système de soins réponde aux préoccupations réelles des populations. On note que ces États généraux, dont l'initiative a été lancée le 15 juillet dernier, ont pour thème principal des forums citoyens autour de la problématique de l'accès aux soins équitables pour tous et de la promotion du droit des usagers. L'objectif est la refondation du système sanitaire au Mali avec une plus grande participation des citoyens. Et au même moment, la Commission Santé et Développement Social de l'Assemblée nationale bouclait une mission de supervision dans la région de Caille. Voyons ici les étapes de Kita et Bafulabi avec nos envoyés spéciaux Kadidia Toukone et Toumani Diabaté. Après l'étape de la région de Sikasso, les parlementaires de la santé se sont rendus à Caille. Ici, les commissaires se sont entretenus avec les responsables sanitaires afin de s'enquérir des difficultés. Partout où la Commission Santé et Développement Social de l'Assemblée nationale est passée, les préoccupations sont vétusté des bâtiments, manque ou insuffisance de personnel, de matériel roulant et d'équipements sanitaires, rupture de médicaments, entre autres. Nous avons beaucoup de spécialités qui nous manquent, notamment il n'y a pas de traumatologue à l'hôpital, il n'y a pas de cardiologue actuellement, il n'y a pas d'interniste. Au niveau des toilettes, là-bas, l'hygiène vraiment ça ne va pas. Sinon, le reste, vraiment, ça va. Malgré ces différentes préoccupations enregistrées dans les structures de santé de la région de Caille, il faut signaler que des progrès ont été réalisés, comme à Bafulabi, avec son centre de santé de référence flambant neuf. De 2012 à nos jours, on peut dire que la mobilisation des quotes-parts des acteurs est très satisfaisante. Donc, toute chose qui nous permet de faire face à notre principale mission. Concernant les médicaments, on note avec beaucoup de satisfaction que nous n'enregistrons pas de rupture, tant au niveau des médicaments de la gratuité. Après une visite de 3 jours, les membres de la Commission de santé et développement social promettent de rendre compte à qui de droit. De façon générale, nous pouvons dire que les lois déjà votées à l'Assemblée nationale, notamment en rapport avec les gratuités, comme la césarienne, comme la prise en charge du palud de l'enfant et de la femme enceinte, l'AMO, et ainsi que la transfusion, ces gratuités sont effectives dans beaucoup de régions. La gratuité, notamment la césarienne, se trouve être effective, mais ce sont surtout les communautés, les collectivités, c'est-à-dire les mairies, les conseils des cercles qui ne parviennent pas à remplir leur quote-part, qui ne payent pas leur quote-part.
Au cours de cette visite, la délégation a été également rassurée par le gouverneur de la région de Kayes que des dispositions sont prises pour la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des cordons sanitaires ont été mis en place, la possibilité de prise en charge, la formation du personnel sanitaire, des patrouilles pour éviter les infiltrations, tout cela dans les 2 districts frontaliers de la Guinée, à savoir Kéniéba et Kita. Et justement, parlant de l'épidémie d'Ebola, les ministres de la Santé des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont à nouveau réunis hier à Accra au Ghana. C'est pour mutualiser leurs efforts afin de contrer l'épidémie du virus Ebola. Après la Guinée, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal est le dernier pays à avoir détecté le tout premier cas de malade à virus Ebola dans son pays. Le compte rendu. Réunis au Ghana jeudi, les ministres de la Santé des 15 pays d'Afrique de l'Ouest ont annoncé une harmonisation de leurs actions pour contenir l'épidémie d'Ebola. Quand il y a des situations de crise, des situations politiques dans l'un des pays, nous nous mobilisons pour envoyer une armée pour aller éteindre le feu. Eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes en guerre contre Ebola. Maintenant, tout le monde se rend compte que quand la maison du voisin brûle, ce n'est pas la peine de fermer sa porte. Car en faisant cela, vous ne voyez pas que le vent change de direction et que vous vous retrouvez au milieu même de l'incendie. Raison pour laquelle une mobilisation financière forte et coordonnée est annoncée pour les pays déjà affectés comme pour ceux qui ne le sont pas encore, pour mettre en place les cordons sanitaires, acheter le matériel de mise en quarantaine, en essayant d'éviter les effets pervers de ces dispositifs qui peuvent isoler les malades et couper des régions entières du reste du monde. Les restrictions excessives sur les voyages et les fermetures de frontières vont affecter très négativement l'économie de notre sous-région. La fièvre hémorragique Ebola touche désormais 4 pays, a déjà fait plus de 1500 morts. Elle pourrait contaminer 20 000 personnes, selon l'OMS, des chiffres qui donnent la mesure du défi en cours. Crash du vol d'Air Algérie dans le secteur de Gossi, la justice malienne passe à la vitesse supérieure. Le procureur de la République près le tribunal de Tombouctou vient d'ouvrir une information judiciaire. Ce dernier s'est rendu sur les lieux du crash en compagnie de la MINUSMA et de la gendarmerie nationale. Envoyé spécial Adama Djimdi. La justice malienne veut faire toute la lumière sur les raisons du crash du vol Air Algérie. C'est pourquoi le procureur de la République au tribunal de première instance de Tombouctou a ouvert une information judiciaire qui l'a conduit sur le site de l'accident à Aglinta, secteur de Gossi, cercle de Gourmara-Rouge, situé à 50 km de la frontière du Burkina Faso. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons tenu d'abord à prendre connaissance avec le terrain. À travers certaines fouilles, ça nous a permis d'avoir au moins 4 scellés, dont des organes humains qui seront naturellement examinés par des experts et dont les expertises seront très intéressantes pour la suite de la procédure. Ensuite, le juge d'instruction avec nous-mêmes, nous sommes transportés dans un village où, effectivement, aussi des témoins ont pu être entendus par monsieur le juge d'instruction. Les débris sont encore intacts. Roues, morceaux d'ailes, gilets de sauvetage, documents à bord, pièces de téléphone, l'ensemble éparpillé sur une superficie d'environ 500 mètres carrés. La délégation des juges, ici en bleu, disposition sécuritaire oblige, a fouillé, enquêté et analysé. Au finish, des pièces à conviction ont été découvertes, donc des éléments matériels. J'ai vu l'avion car ça a allumé. L'ampoule rouge, ça a été allumé car à sa dépassage. Car c'est tombé, ça fait un bruit. Et puis on a vu la lumière jusqu'à 25 km d'ici. Ce voyage a été facilité grâce à la collaboration de la MINUSMA. Tout le périmètre du lieu de l'accident est présentement bouclé par une position avancée du PC Maliba basé à Gao. Cette mission de reconnaissance des magistrats sur le terrain a permis d'apprécier tous les détails près.
Sur ordre du procureur de la République, il a été procédé à l'exhumation de certains restes humains pour approfondir les enquêtes afin de déterminer les causes réelles du crash. À Tombouctou toujours, première patrouille mixte des forces de l'ordre et de sécurité depuis la libération de la ville. L'opération a été saluée par l'ensemble des personnes interpellées. L'occasion a été mise à profit par le responsable de la police de Tombouctou pour inviter les populations à une franche collaboration. Visite en 7e région du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et de l'Eau, accompagné d'une forte délégation, Abdoulaye Idrissa Maïga s'est rendu sur le site du barrage de Taoussa, dans le cercle de Bourem. Sur place, il a constaté avec amertume les dégâts sur le lieu, par exemple l'habitation des travailleurs et l'escadron de la gendarmerie dont les travaux ont coûté 1,6 milliard de francs CFA au budget d'État. Ne sont que ruines. Drissa Kone, compte rendu. Dès son arrivée à Taoussa, à 130 km de Gao, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, accompagné d'une délégation de 20 membres, dont des directeurs des services relevant de son département, a ressenti une désolation tant les dégâts sont énormes. Les villas des travailleurs et les locaux de l'escadron de la gendarmerie qui servaient de lieu d'entraînement aux terroristes ont croulé sous les bombardements de l'aviation française. Pour reprendre les travaux, il faudrait effectivement réhabiliter. Il y a des cas où il ne s'agit pas de réhabilitation, il s'agit de reprendre carrément les travaux pour que un minimum de conditions puisse être créé pour recevoir les forces de défense, les forces de sécurité. Parce que ça, c'est le préalable. Et depuis la fin de l'année dernière, nous avons donc approché les autorités en la matière, notamment le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère du Plan, pour qu'on trouve rapidement les financements nécessaires à la reprise de cet escadron. Bon, c'est maintenant chose faite parce qu'ils ont pris ça sur les financements alloués à la réhabilitation des infrastructures. Bon, nous, on l'avait estimé à peu près à 1,3 milliard à l'époque, mais bon, il est clair que les choses évoluant, comme on le voit, ça peut aller au-delà. Poursuivant sa mission malgré la chaleur et un programme chargé, Abdoulaye Idrissa Maïga et sa délégation ont emprunté 3 pirogues pour voir sur le fleuve Niger, plan du barrage en main, le site qui devrait abriter cette infrastructure de développement. Vous savez, ce projet fait, ce que nous venons de visiter, ça fait à peu près 130 milliards. Que ce projet est un élément moteur pour le développement. Même si la saison des pluies tarde à s'installer à Bourem après seulement 45 mm depuis le mois de mai dernier, la présence du ministre à Bourem a été perçue par les populations comme un facteur du retour véritable de la paix. C'est parti pour le projet de renforcement des capacités de recherche et de plaidoyer pour une fiscalité équitable initié par la coalition Publier ce que vous payez. Il permet de développer et de mettre en œuvre des mécanismes d'influence des systèmes fiscaux. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Ce projet à dimension régionale et internationale a été lancé pour plaider efficacement en faveur des systèmes fiscaux plus redevables, ce qui est un des fondements du contrat social entre l'État et les citoyens. Le projet a pour objectif d'informer les autorités administratives, les médias et les organisations de la société civile sur le projet CRAFT et les activités de la coalition pour la période 2014 et 2015. Partager le contenu du projet et recueillir des suggestions pour la bonne mise en œuvre du projet. Dans les pays africains, en moyenne, 18% du PIB provient des recettes fiscales, contre 38% en Europe. Ce manque à gagner explique la mauvaise information des populations sur la fiscalité, la réticence sur les paiements des impôts et la non-perception des retombées directes des paiements. Nous devons faire en sorte que chaque citoyen participe aux charges fiscales conformément à ses capacités. Et c'est ça la justice. Et si aujourd'hui il y a des regards extérieurs qui sont là pour quand même appuyer le ministère de l'économie et des finances dans ce sens, nous pouvons que saluer cette initiative et
qui pourra faire en sorte que très rapidement, cette confiance que nous recherchons au niveau des citoyens puisse être rétablie. Ce projet exprime un engagement de Oxfam dans sa lutte pour la promotion des droits. L'un des droits fondamentaux des citoyens dans nos différents pays, c'est l'accès aux services sociaux de base. Si vous entendez justice fiscale, ça peut paraître provocateur, parce qu'on peut penser que si on parle de justice fiscale, c'est que quelque part il y a de l'injustice. Mais nous pensons que la question de la fiscalité est sur la table dans tous les pays du monde aujourd'hui. Les recettes fiscales perçues doivent être transparentes, équitables, car elles contribuent à la réduction de la pauvreté et à la promotion du développement durable. Conférence de presse de la Commission nationale des droits de l'homme et du réseau des défenseurs des droits de l'homme. Axée sur l'impunité au Mali, la rencontre a permis d'échanger sur une lettre ouverte au président de la République sur l'impunité. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Coulibaly Kadiatou Sangaré, au micro de Ramata Konate. En 2012, nous avons tous assisté à des violations graves et massives des droits de l'homme, tant au nord qu'au sud. Nous les avons dénoncés, toutes les associations des droits de l'homme les ont dénoncés. Ces victimes sont là depuis 2012 et nous constatons que les auteurs de ces graves violations des droits de l'homme ne sont pas poursuivis pour la plupart. Nous recommandons au gouvernement de prendre les mesures suivantes. Lutter contre l'impunité, respecter le principe de la séparation des pouvoirs en laissant les juges faire leur devoir, adopter rapidement les décrets d'application de la loi numéro 2012-025 du 12 juillet 2012 portant indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel